Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, de quoi on va parler? J'ai même oublié mon titre. Oui, on va voir à quoi va ressembler effectivement le Microsoft Bing à la sauce ChatGPT. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 6 février 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et déjà, un énorme merci à Tortue Bancal qui a pris un abonnement avec Prime ce matin. Samuel Archetest. Merci Samuel pour son 14e mois d'abonnement, mais ce n'est que son compte test, c'est même pas son compte principal. Merci Laurie013JSN pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Macway84 pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Alex Balt pour ton 23e mois d'abonnement, t'y es presque. Merci Stophantus pour ton 6e mois d'abonnement. Ça démarre bien, le train de la hype est déjà en approche. Il n'est pas en grève, nous ne sommes pas encore mardi. Mais il ne sera pas en grève demain. Le train de la hype n'est jamais en grève. Jamais en grève. C'est la crise, effectivement. Comment vous allez bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? T'es allé au ski avec des copains samedi, bah, tant mieux pour toi, Power l'autre. Faut en profiter. Je sais pas si le ski, ça va durer encore très longtemps. N'investissez pas hein, dans les stations de ski. Tout le seul conseil que je peux donner. Ouais, il a reneigé hein, dans les stations de ski, là. Mais bon, ça devient compliqué, le ski, quand même. Hein. Bon, non, il n'y a pas de réchauffement de la planète. Salut à vous. Merci Devoc pour ton 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Belette Folle également pour ton 5e mois d'abonnement. Et ça y est, le train de la hype n'est pas encore parti, mais il est sérieusement en approche. Bonjour à tous. Bon, vous avez l'air d'avoir passé un bon week-end. Ça y est, train de la hype niveau 2, c'est parti. Merci Tamor pour ton 24e mois d'abonnement. T'y as droit, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à toi Tamor. Grand merci. Et merci aussi à Mitsu Isaka qui également rentre dans le club très fermé des c'est plus de l'amour, c'est de la rage avec son 24e mois d'abonnement. Autant gueuler les gens dès le début pour un train ensuite. Ouais, après, on risque d'avoir des problèmes de chute d'audience. C'est un autre problème aussi. Quoique, hein, on sait, on a tous un petit fond maso. On devrait en faire notre spécialité. Le premier live où tu te fais engueuler dès le matin. Tu te réveilles de mauvaise humeur, bah nous on te donne une raison pourquoi. Voilà, c'est un positionnement, hein. C'est un positionnement, moi je dis, il y a pas que du mauvais. Voilà. La mauvaise humeur tous les matins. On aime bien ça au fond, tout à fait. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est que Jérôme fasse le sommaire pas trop tard. Eh ben, on va commencer tout de suite, effectivement, à regarder le sommaire du jour. On va d'abord parler de Samsung, Google et Qualcomm qui ont fait une alliance. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? Et cette alliance pour défier Apple, qu'est-ce qu'il en retourne? Hein? Qu'est-ce qui se passe? On verra ça. Grand merci Pascal M qui a offert un abonnement à Yetechma. Un grand merci à toi Pascal M. On parlera ensuite effectivement de Microsoft. Voici à quoi pourrait ressembler son tueur de Google à la sauce ChatGPT. Eh ben Frandroid, on n'a pas peur des termes chez Frandroid. Le tueur de Google. Quand je pense qu'on nous reproche, nous, comme titre. Bref,
Je vois qu'on est tous dans le même bateau. Il faut faire des titres sur lesquels les gens cliquent, mais après on se fait engueuler parce qu'ils ont cliqué dessus et ils sont tombés dans le... Bref. On parlera également de Apple, Microsoft, Google, l'effondrement de FTX qui coûte cher à ces géants. Et oui, les répercussions de l'onde sismique de l'effondrement de FTX commencent à toucher pas mal de monde. On parlera de TikTok qui va tester une fonctionnalité pour réinitialiser l'algorithme de suggestion de vidéos. En voilà une bonne idée, mais pourquoi ils font ça maintenant ? On vous le dira dans l'article. J'ai oublié de citer les articles. Le premier article, c'est un article de FZN. Oula, j'arrive plus à parler. Deuxième article, c'est Frandroid, ça je l'ai déjà dit. Troisième article, jeux vidéo tech. Quatrième article, c'est 20 minutes et nous arrivons au cinquième article par Clubic. Twitch, ces chiffres qui témoignent de l'incroyable succès de la plateforme. Vous êtes sur une plateforme à succès, sachez-le. Et nous terminerons avec un article de Phone Android. Des bonnes nouvelles, les smartphones Pixel de Google devraient voir leur prix baisser à l'avenir. On verra. Je suis un peu plus nuancé que Phone Android, mais je vous expliquerai pourquoi. Merci Freddy San pour ton Prime, 18e mois d'abonnement. Voilà en tout cas le sommaire. J'espère que ce programme vous va, j'en ai pas d'autres. Et on démarre tout de suite en lançant le Kawa. Le Kawa est lancé. Merci Anna Detio pour ton 7e mois d'abonnement. Merci de nous attribuer ton Prime ce mois-ci. Grand merci à toi. On va commencer, effectivement, on va parler de cette mystérieuse alliance. Vous voyez comme je fais monter un peu la sauce, un peu de storytelling. Qu'est-ce que cette mystérieuse alliance entre Samsung, Google et Qualcomm ? Une alliance pour défier Apple, mais qu'est-ce qu'ils veulent donc au pauvre Apple qui n'a rien fait ? Eh bien, Samsung, Google et Qualcomm ont annoncé un partenariat dans le domaine de la réalité partagée. Nouveau ça comme terme, réalité partagée. Une collaboration qui pourrait avoir été conclue afin de combattre Apple. Effectivement, ça a été présenté un petit peu en catimini lors de la conférence Unpacked de Samsung cette année, un petit peu vers la fin, après avoir présenté les Galaxy S23. Samsung a annoncé une nouvelle collaboration, effectivement, avec Qualcomm et Google. Ce nouveau partenariat entre les trois mastodontes porte sur un nouvel écosystème d'appareils de réalité étendue, le XR. Chez Apple, c'est plutôt MR. Bon, on verra lequel va s'accrocher comme acronyme. À terme, Samsung et ses partenaires espèrent lancer des casques XR et des lunettes intelligentes. Ceux-ci fonctionneront sur une version customisée d'Android. Sur le plan, vise sans aucun doute à défier Apple qui, selon les rumeurs, travaillerait sur un casque de XR ou de MR. Celui-ci pourrait même sortir cette année. Par ailleurs, il est évident que dans cette collaboration, le rôle de Samsung consistera à fournir le matériel. De son côté, Google se chargera de la fourniture du logiciel qui animera l'ensemble du système. Dans une interview accordée au Washington Post, Thea Moroth, présidente de Samsung Mobile Experience, a laissé entendre que le numéro 1 mondial des moteurs de recherche élaborait une nouvelle plateforme logicielle destinée à une grande variété d'appareils, dont les écrans portables. Alors, pas mal de choses quand même à dire là-dessus. Le fait que Samsung, Google et Qualcomm annoncent une alliance, est-ce qu'ils auraient des informations selon quoi Apple est vraiment à deux doigts d'annoncer quelque chose, ou alors est-ce que c'est un tir comment on dit, un tir préemptif, un tir il y a un terme, un tir préventif de leur part, parce que effectivement absolument rien n'a été présenté. Non, pas de sommation. Ça c'est autre chose.
Non, non, pas sommation. Pas sommation. Tir suppressif. Non, c'est le genre de tir qu'on fait avant qu'on te tire dessus. Préventif, ouais, un tir préventif. Non, semonce, c'est un tir pour avertir. Ça, c'est autre chose. Une frappe préventive. J'ai mixé deux termes. Merci, Light06. C'est ça, une frappe préventive. Non, non, sommation, c'est autre chose. Sommation, c'est un tir où on vise pas la cible juste pour l'avertir. Le deuxième, ça va être dans ta tronche. Voilà. Non, non, c'est plus une frappe préventive. On disait un tir a priori, mais c'est politiquement pas correct. Bref, ils ont pré-shot. Exactement. Ce qu'il y a d'intéressant, en tout cas dans le cas de Samsung et de Google, c'est qu'ils ont déjà essayé des trucs en VR, XR, MR, je sais pas quoi, ta mère. Des lunettes ta mère. C'est un nouveau standard qu'on va lancer. C'est des lunettes qui font rien, mais quand tu les mets, tu vois ta mère. On n'a dit pas les mamans, tout à fait. Tir de suppression, voilà, tout le monde est en train de chercher des définitions. Ouais, souvenez-vous, Samsung, on pouvait coller son smartphone dans des lunettes en plastique pour se faire une visière de VR, ça n'a pas du tout pris. Ça n'a pas du tout pris pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, ça faisait un truc plat. Moi, j'avais essayé, ça marchouillait. Mais c'était pas ouf. Et puis, qui a envie de mettre son smartphone devant les yeux et qu'est-ce qui se passe quand t'as un appel de ta mère, justement ? T'as ta mère qui apparaît dans tes yeux comme ça. En fait, c'est un peu le problème chaque fois qu'on dit ouais, vous allez pouvoir détourner votre smartphone de son usage premier et en faire quelque chose. Ouais, mais il faut quand même qu'il reste disponible. Moi, je le sais, quand on fait un live avec un smartphone, c'est super pénible parce que dès que tu reçois un appel, il faut tout désactiver, il faut penser à réactiver, etc. Donc en fait, un smartphone n'a pas envie d'être détourné de ses usages premiers. Et acheter un smartphone rien que pour avoir des lunettes de VR, autant acheter des lunettes de VR. Donc ça avait été plutôt un flop de la part de Samsung. Et souvenez-vous, Google, ils avaient lancé aussi des visières VR. Je me souviens de celle qui était tout en tissu, là, une pantoufle pour le visage. On aurait dit une charentaise qu'on se mettait sur la gueule. Avec tout un OS derrière, il y avait tout un truc, je me souviens du logo qui ressemblait à... Ça n'a pas pris non plus, hein. Ils ont abandonné le truc. Et là, ils reviendraient... Ouais, il y avait un truc en carton aussi. Et là, ils reviendraient... Le cardboard, ouais. Ils reviendraient juste parce que Apple... En vrai, oui, ils ont peur, là, qu'Apple fasse un gros coup. En fait, nous, on est suspicieux et on se dit Apple va probablement se planter parce qu'on a envie que Apple se plante. Hein, une petite chute. Hein, Apple, après un parcours presque parfait, ils en ont fait des conneries et il y a certains produits qui se sont mal vendus, mais on peut dire quand même que Apple, depuis l'iPhone, le premier du nom, même avant, Apple fait un parcours presque sans faute dans la tech. Il y a très très peu de produits Apple qui ont été des gros flops en fait. Donc en fait, ils ont un peu peur les autres que Apple réussisse là où ils ont échoué. Donc, de faire un tir préventif, ah merde, j'ai encore perdu le terme, pas un truc de semonce, mais un tir de suppression. En fait, c'est très bien. Ça leur coûte rien. Ils annoncent comme ça. Ouais, nous aussi, on va faire un truc vachement bien. Mais en fait, ils ont rien. Ils ont rien. Si ce n'est des ruines d'un autre projet, quoi. Frappe préventive, ouais. Donc, c'est intéressant de voir comment Apple fait flipper tout le monde dans le marché, alors qu'ils n'ont encore rien fait, Apple. Ils n'ont rien fait, rien annoncé. Et je le disais même dans la vidéo Les rumeurs Apple 2023, que vous avez peut-être vu sur la chaîne YouTube.
Je disais, c'est quand même étrange que Apple soit arrivé à garder le secret aussi fort. Il y a très peu de choses qui fuitent. Donc, est-ce qu'ils sont prêts ? En fait, je sais pas. Hein. Je sais pas. Oui, un tir de suppression, c'est pour supprimer, c'est marqué dans le titre. Ok. Bon, les experts militaires, là, hein. Frappe préventive, c'est ce qu'il y avait de mieux, finalement, comme terme. Mais j'avais dit tir préventif, ça sonnait faux. Mais c'est une frappe préventive. Je te tape avant que tu me tapes. C'est Samsung qui flippe. Pas mal, celle-là, mécano. Elle est jolie. C'était le cas quand l'Apple Watch n'était qu'à l'état de rumeur et tout le monde s'est mis à sortir des smartwatches. Tout à fait, Marutan. Apple fait peur. Quand Apple se met sur un marché, ça fait flipper. Ça fait flipper. Merci en tout cas Gigi Snake 7669 pour ton 3e mois d'abonnement. Le train de la hype est au niveau 4, c'est magnifique. Merci de Poller. Également 31e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous les contributeurs ce matin. Je comprends pas pourquoi Apple a autant d'avance sur les autres sur la façon d'aborder les sujets et n'a pas de concurrent direct. Bah, en vrai, si Apple arrive sur un marché qui est déjà existant, mais c'est ça qui fait flipper tout le monde. Regardez tous les marchés, faites le compte de tous les marchés où Apple est arrivé alors que le marché était déjà là, et ils ont raflé la mise. Lecteur MP3, ça existait bien avant, les HomePod, pas les HomePod, les iPod. Apple s'est engouffré, a pris la part du lion. Les montres connectées, ça existait bien avant. Souvenez-vous de la Pebble, mais même sur Android, il y avait des montres connectées avant qu'Apple sorte son Apple Watch. Et aujourd'hui, c'est le plus grand constructeur de montres au monde. Et montres tout confondu, smartwatch ou pas smart du tout. Les smartphones, avant que l'iPhone arrive, il y avait des smartphones, mais Apple a raflé la mise. Ils sont cannibales. Non, on dirait qu'ils seraient cannibales s'ils mangeaient leur propre part de marché. Non, ils sont voraces et ils sont efficaces. Quand Apple arrive sur un marché, il a tendance... Et Apple est parfois arrivé sur des marchés qui étaient un peu des marchés de niche et les a retournés, on a fait des marchés à succès, quoi. C'est ça qui est dingue, en fait. Donc, on peut dire, et on a le droit de dire qu'Apple n'innove pas dans le sens où Apple n'invente pas un marché, mais là où Apple innove toujours, et ça, je vous tiendrai tête, Apple innove dans les usages de la technologie. Il trouve, il craque le code pour rendre ses produits technologiques intéressants pour le grand public qui trouve une utilité grâce à ce qu'en fait Apple, en fait. C'est ça l'innovation chez Apple. C'est pas la technologie en elle-même, c'est l'usage de la technologie. Il y a d'énormes réflexions chez Apple. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de mettre du LED ? À quoi ça sert de mettre des mégapixels dans une caméra ? À quoi ça sert ? Pas on peut le faire, mais à quoi ça sert ? Et ça, c'est quand même un facteur très différenciant entre Apple et le reste de la tech. Merci en tout cas Cyril 27500 pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Collector Mix pour ton Prime. Merci Gigi Snake pour ton 3e mois d'abonnement. J'ai déjà dit Gigi Snake, mais merci encore. Donc voilà, c'est normal qu'Apple fasse peur quand même il n'y a que des rumeurs que Apple va débarquer sur un marché, quoi. On continue dans les articles et on va parler maintenant de justement Microsoft. Voici à quoi pourrait ressembler son tueur de Google à la sauce ChatGPT.
le tueur de Google. Microsoft semble en bonne voie pour intégrer GPT-4, la dernière version du modèle de langage à son moteur de recherche Bing. Après avoir annoncé un accord de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, Microsoft paraît être prêt à passer à l'étape suivante. Plusieurs utilisateurs ont remarqué l'apparition de la fameuse IA directement sur le moteur de recherche. C'est ce que rapporte Windows Central, qui cite notamment un post Medium d'Owen Yin, où on peut apercevoir quelques captures d'écran de la fonctionnalité avant qu'elle ne disparaisse. Manifestement, certains ont vu une espèce d'alpha du nouveau Bing. La barre de recherche serait remplacée par une fenêtre de conversation à la manière de ChatGPT. Les utilisateurs disposeraient donc de 1000 caractères pour formuler leurs demandes. Donc ça serait une interface qui ressemblerait un petit peu à ça. Voilà, au lieu d'avoir la petite barre de recherche, on a carrément un bloc texte qu'on peut dicter aussi pour faire une recherche intelligible et sophistiquée. On va pas vous refaire la démonstration de comment fonctionnent ces intelligences artificielles, mais ça permet d'avoir une discussion, on va dire intelligible, et d'avoir des réponses intelligibles, et de pouvoir répondre sur la réponse, d'engager une conversation. C'est pour ça qu'on appelle ça de la recherche conversationnelle, en fait. Donc, contrairement à ChatGPT, ce nouveau Bing serait capable d'accéder à des informations collectées sur Internet. Ce serait la grosse différence, effectivement. Le moteur de recherche donnerait ainsi la source de ces informations sous forme de phrases surlignées. Les grandes qualités de ChatGPT, désolé, de temps en temps je perds l'iPad, on n'arrive pas à trouver d'où vient ce problème. Les grandes qualités de ChatGPT, que ce soit pour la production d'écrits créatifs ou encore sa capacité à répondre comme s'il s'agissait d'une vraie conversation. Le robot conversationnel proposerait en outre des questions supplémentaires pour continuer la discussion. Donc voilà comment se matérialiserait... Ah mince, mon iPad vient de sauter, on va attendre qu'il revienne pour que vous voyez un peu. Voilà comment ça se passerait un petit peu avec le nouveau Bing, avec du ChatGPT. C'est-à-dire, vous poseriez des questions intelligibles, il répondrait de manière intelligible, en citant quand même ses sources. On voit en dessous des blocs bleus avec des termes et des liens, en fait. Donc, ils ont trouvé la manière de mettre les sources en avant et les liens, si vous voulez en savoir plus. Et il va suggérer même des façons de continuer la discussion. Vous voyez les bulles en bas. I'm most excited to see the Batman. I'm not interested in any of these movies. And I want to see all of them. Donc, des incitations à poursuivre la conversation avec GPT-4. Donc, assez intéressant l'intégration de GPT dans Bing. Et intéressant de voir des screenshots. Alors, est-ce qu'ils sont vrais ? Je vais faire confiance à Frandroid, qui cite l'article. Ils ont dû vérifier les sources. Rassurez-vous, même si vous n'appréciez pas cette manière de faire des recherches, la bonne vieille barre de recherche devra être toujours disponible via un onglet situé en haut. Donc, entre guillemets, si vous voulez faire des recherches à l'ancienne, vous pourrez toujours, bien évidemment. Alors, si vous êtes intéressé par cette nouveauté, alors c'est là que ça devient un peu compliqué. Une liste d'attente avait été ouverte à l'adresse bing.com/new, mais elle a été depuis fermée. La firme de Redmond, donc Microsoft, n'a pas communiqué sur un quelconque calendrier pour la sortie de ce Bing GPT. Ou traduction française, le Prout GPT. Voilà, ce sera le nom français de ce service. Vous vous reteniez tous de faire cette blague. Eh ben, je l'ai faite pour vous, voyez. Quelle abnégation. Faut espérer que les recherches Bing soient plus approfondies comme Google. Déjà, la grosse différence, en tout cas avec ChatGPT actuel, c'est qu'avec Bing, ChatGPT 4 sera relié à Internet. Donc, il pourra construire ses réponses
avec des informations fraîches et récentes. On le sait, aujourd'hui, ChatGPT est très limité puisque la base de données s'arrête en 2021. Pour les recherches à l'ancienne, on pourra continuer d'aller sur Google. Alors, on sait que Google est en train de se rebiffer. Ils vont faire des annonces le 8, c'est-à-dire dans 2 jours. Dans 2 jours, il y a Google qui va annoncer ce qu'ils vont faire en intelligence artificielle. Donc, ils vont pas perdre de temps en termes de réaction. La guerre de l'intelligence artificielle est clairement là. En tout cas, des interfaces conversationnelles. Ça veut pas dire que ça effacera complètement des recherches, parce que parfois, on a juste besoin d'un lien. On est bien d'accord. Je pense que c'est vraiment une nouvelle façon de chercher et d'avoir des réponses exploitables, intelligibles, qui va pas... Et d'ailleurs, Guillaume le disait dans sa vidéo, ça va pas tout remplacer, mais ça devient une nouvelle manière d'utiliser Internet hyper intéressante. Hyper intéressante. On va voir si on pourra couvrir ça le 8, j'en parlerai... on a une semaine compliquée. Je suis pas sûr d'ailleurs que le mug se tiendra ici. En fait, il y a les travaux d'ici qui vont commencer. Certains d'entre vous le savent. On a une grosse inondation ici. Et dès mercredi, ils viennent défoncer les murs et les sécher pendant 1 mois. Et puis après, il y aura d'autres travaux, genre refaire tout le parquet qui a complètement explosé et refaire complètement les murs. Donc on est en train de voir, mais il n'est pas exclu qu'on doive déménager tout notre setup live pour se réfugier, je ne sais pas encore où. Mais a priori dans l'ancien décor du live. Voilà. Le modo peut venir défoncer les murs. Non, ils vont tailler dans les murs pour mettre des tuyaux pour sécher les murs. Ceux qui ont eu des inondations connaissent ces joyeusetés. Il faut faire sécher les murs avant d'attaquer n'importe quel travaux. Et des murs, ça peut être extrêmement long à sécher. Ouais, ouais là, vous pourrez le dire, c'était mieux avant. Ouais. Oh, dans l'autre atelier, on n'a pas d'inondation, on a juste des souris. Merci WXUG qui a offert 10 abonnements communautaires. Grand merci. Merci Toelat également pour ton Prime 13e mois d'abonnement. Est-ce que j'ai oublié du monde? Merci Goldomark pour ton 3e mois d'abonnement. Merci T'es Curieux pour ton 19e mois d'abonnement. Merci IamTK pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Cyril 27 500 pour ton 9e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs ce matin. Paris est une zone en catastrophe naturelle avec ces descriptions des ateliers, mais clairement, putain, on a une telle poisse. Aïe, 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 aïe. Bref, sur ce, ne sortons pas des articles. On va à l'article suivant. On va parler de FTX. Souvenez-vous, hein, FTX, un peu l'arnaque du siècle. Non, il y en a eu d'autres. Je vous conseille d'ailleurs le documentaire sur Madoff sur Netflix. Très intéressant en parlant de l'arnaque du siècle. La plus grosse pyramide de Ponzi. Et il est pas mal fait le documentaire sur Madoff. Bref, je reviens dans mon article. L'influence tentaculaire de FTX. Il y a quelques mois, le secteur crypto accusait le naufrage de FTX. Après la seconde plus grosse plateforme crypto se soit effondrée, de nombreux acteurs de ce même écosystème se sont retrouvés dans de grandes difficultés. On sait que l'effondrement de FTX a créé une onde sismique dans les cryptos dont on ne se remet pas encore pour l'instant, allant parfois jusqu'à la faillite. Néanmoins, les entreprises crypto ne sont pas les seules à pâtir de la situation de FTX. Si la divulgation de la totalité des clients FTX aurait pu causer des dégâts supplémentaires, il y a quelques mois, de l'eau a coulé sous les ponts. Ainsi, on a appris récemment que la plateforme fournissait des services crypto à des géants de ce monde. Le 25 janvier dernier, une liste complète répertoriant chaque créancier professionnel de FTX a été publiée par les avocats de la défunte entreprise. Et dans ce document, on apprend que des GAFAM ou encore des banques
sont dans les créanciers, ceux à qui FTX doit de l'argent, et beaucoup d'argent. Et on apprend notamment que FTX avait des dettes envers Apple, Amazon, LinkedIn, Google, Meta, Microsoft, Netflix, Twitter et bien d'autres. On apprend également qu'ils avaient des clients issus de domaines divers et variés comme le tourisme, l'aviation, des réseaux sociaux, des médias. À titre d'exemple, des médias populaires comme le New York Times ou encore Wall Street Journal font également partie de la liste. Encore plus surprenant, des banques françaises, à l'instar de BNP Paribas, du Crédit Agricole ou encore de la Société Générale, sont encore de la partie. Ah bon, je croyais qu'il fallait pas faire des cryptos ? Hein, les banques françaises ? Traditionnel. Bref, en outre, le document indique que FTX a une dette envers plusieurs États, dont le service des impôts des États-Unis. Donc, on est au début de la secousse sismique de FTX. Tout le monde faisait de la crypto, tout en nous disant les cryptos, c'est pas bien. Bande de salauds capitalistes. Ils se gavent dans notre dos. Exactement, ils nous font la morale. Oui, épargnez, soyez prudents avec votre argent. Bah c'est sûr, c'est avec notre argent qu'ils vont investir dans la crypto. Révolte. J'invoque l'esprit de Louise Michel. Tous sur la barricade. Mon Dieu, ça y est, je suis pris dans l'ambiance actuelle. Faut que je me calme. Ah, c'est plus facile de jouer avec notre argent qu'avec le vôtre, hein, les banques françaises. Non, mais en vrai, voilà, FTX. Après, créancier, ça peut dire aussi plusieurs choses. Apple, c'était peut-être parce qu'ils avaient vendu plein de machines à FTX qu'ils les a jamais payées. On n'en sait rien. On n'a jamais fini d'apprendre les conséquences de la chute de FTX. Tout à fait. Anne Vue, attention avec la langue française, parce qu'effectivement, tomber des nues, tu peux être censuré, parce que t'as dit nu. Voilà. Ça n'a pas suffi les subprimes. Non, mais clairement, vous voyez, j'ai beau être un peu libéral, clairement, les leçons de 2009 n'ont été retenues par personne. Et c'est ça qui m'inquiète le plus dans le monde. Enfin, une des choses qui m'inquiète le plus dans le monde actuellement. La crise des subprimes de 2009 aurait dû réveiller tout le monde et le secteur bancaire sur ses excès. On a l'impression que rien à foutre. Elles vont pas s'expliquer. Ouais, non, mais il y a ce côté pas de compte à rendre. Bref. Et qui va trinquer, bien sûr. Terminons quand même l'article. Néanmoins, parmi la liste figurent les 50 plus gros créanciers à qui FTX doit, aux dernières nouvelles, environ 3,1 milliards de dollars. C'est pas mal quand même. Toutefois, il est important de rappeler que dans cette histoire, plus de 10 millions d'utilisateurs particuliers ont aussi été victimes des agissements litigieux des anciens gestionnaires de l'entreprise. Rien n'est certain quant à la capacité de FTX pour rembourser ses anciens clients. Cependant, depuis le début du procès, des nouveaux dirigeants s'efforcent de récupérer les fonds restants pour tenter de dédommager les multiples victimes de cette affaire historique. Vous voulez que je vous dise comment ça va se passer ? Les gros créanciers, c'est eux. Parce qu'il y a encore de l'argent dans FTX. Là, on est en train de gratter les fonds de tiroir, de revendre toutes les maisons qu'il avait achetées aux Bahamas, etc., de retrouver les assets, les actifs de l'entreprise, de les revendre pour essayer de reconstituer une partie de l'argent, toute celle qui ne s'est pas évaporée. Et oui, les dirigeants actuels, le dirigeant actuel de FTX, oui, c'est un liquidateur. C'est un mec qui est là pour essayer
de rembourser au mieux. Et justement, si vous voyez le documentaire sur Madoff, vous verrez qu'il y a eu un peu le même genre de choses où ils ont essayé de rembourser, mais de reprendre aussi de l'argent à ceux qui s'en étaient fait beaucoup grâce à Madoff, parce qu'il n'y a pas eu que des perdants avec Madoff. Il y a même eu des fortunes qui se sont faites avec Madoff. Tout ça pour dire, je vais vous dire, les derniers qui vont se faire rembourser, c'est les 10 millions d'utilisateurs, les particuliers. Eux, ils se font égorger dans l'histoire, comme d'habitude. Et c'est ça le fond du problème. Les stock prime 2009, qui a été maintenu à flot? On a laissé quelques banques couler et être des comment on dit, des expiateurs, des moutons noirs de l'histoire. Il y a 2-3 banques qui ont fait faillite, et puis après on a commencé à aider les banques, parce que oui, c'est dangereux, des banques qui font faillite, c'est clair. Mais par contre, des particuliers qui avaient tout perdu, ils ont tout perdu, point à la ligne, quoi. Bouc émissaire, oui, c'est ce que je cherchais, bouc émissaire. Donc c'est un peu la même chose. FTX envoie des lettres aux politiciens qui ont reçu des dons. Non, mais il va se passer la même chose qu'avec Madoff. Les mecs qui se sont fait des couilles en or avec FTX, eh ben on va leur demander de rendre leurs couilles. Ce qui fait aussi des drames à l'envers, hein. Le truc de Madoff est intéressant. Il y a des mecs de toute bonne foi qui ont fait de l'argent avec le système Madoff, sans soupçonner que c'était une pyramide de Ponzi. Et après, 10 ans après, on leur dit, bah maintenant, il faut rendre l'argent. Ah bah oui, monsieur, mais moi, je l'ai plus, l'argent. Donc, ouais, comme d'habitude dans ce genre d'histoire, les petits porteurs, c'est toujours ceux qui se font éventrer. Les gros porteurs se font souvent rembourser. Bah, Madoff et les subprimes, d'abord, c'est arrivé à peu près au même moment. On pourrait dire que Madoff... en fait, l'effondrement de Madoff vient de la crise des stock prime. Là, sa pyramide de Ponzi, elle s'est effondrée complètement. Allez voir le documentaire sur Madoff et vous verrez les liens, justement, entre les subprimes et Madoff. Le fameux rend l'argent, ouais. Rend l'argent. Bref, on n'a pas fini d'entendre des cris et des larmes autour de cette histoire de FTX. Et juste dernier truc pour vous. Quand vous faites des placements, parce que là on parle pas d'épargne, on parle de placement, donc prendre des risques avec son argent. Moi, les cryptos, j'ai rien contre. Mais n'y mettez que l'argent dont vous avez absolument pas besoin dans les 30 ans à venir. Il y a des placements plus sûrs, un peu plus encadrés que les cryptos. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous graduiez le danger. Vous graduez le danger de chaque placement. Oui, un placement dangereux pour rapporter beaucoup, mais peut vous faire tout perdre. Il faut en être conscient. Donc, plus le risque est grand dans un placement, moins vous devez avoir besoin de cet argent dans votre vie. C'est ça vraiment le conseil le plus, et un des seuls conseils que je donnerais en termes de placement. Le placement, pourquoi pas, ne jamais confondre placement et épargne, c'est deux démarches très différentes. Et si vous faites du placement, soyez prêt à perdre votre argent, et si vous faites des placements à risque, soyez prêt à perdre tout l'argent que vous avez placé. Sinon, vous jouez pas selon les règles du jeu, en fait. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre et vous aurez rien du tout. Vous serez Pierrette et le pot au lait. Hein? Vos vaches cochons. Oui, il y aura un corn fac en fin de stream. C'est pour ça que j'ai pas prévu de tartine aujourd'hui. Oui, pareil, en bourse, n'importe quel placement, même une assurance vie comporte une part de risque. Ne jamais confondre placement et épargne. C'est pas la même chose. Les épargnes sont garanties, pas les placements. Donc c'est important.
Suivez-moi dans la lumière du sub, autrement vous allez vous faire engueuler. Exactement. Merci To Love pour ton 24e mois d'abonnement. To Love, c'est plus du love, c'est de la rage. Exactement. Merci Planetscape Sigil pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Kekei pour ton 20e mois d'abonnement. Est-ce que j'ai déjà remercié? Oui, après j'ai déjà remercié. Merci Nikok Lico pour ton Prime 12e mois d'abonnement. Et je le rappelle, les subs ne sont ni une épargne, ni un placement. Les subs ne vous rapporteront que la plus belle chose du monde, ma gratitude. mais c'est beau. Non, en vrai, vous savez à quoi servent les subs, hein, on vous l'a déjà expliqué sur l'entreprise que nous avons fondée. Les subs servent uniquement à payer les salaires et les traites des gens qui travaillent autour du projet Nowtech. Et quand je dis salaire et traite, pas le mien. Pas mes traites à moi. On paye que avec les subs ce que les autres gens qui travaillent pour pas que leur salaire ou leur traite soit trop dépendante des sponsors. On n'est pas à l'équilibre absolu. Vos subs, c'est génial, mais c'est peu d'argent finalement par rapport aux sponsors. Mais ça nous permet, quand on dit non à un sponsor, de pas mettre trop en péril les salaires et les traites de ceux qui travaillent pour la société. Mais on paye pas le loyer avec vos subs, on s'achète pas de matos avec le sub, et moi je me paye pas avec vos subs. Donc c'est important de le savoir, où va votre argent. Je pige pas trop ton c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Je sais pas d'où me vient cette expression. Mais oui, je l'utilise souvent quand quelqu'un, tu sais, t'embrasse très fort ou un chat te vient de faire un gros câlin rageux. Je dis souvent, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Donc c'est pas péjoratif, c'est un trait d'humour, on va dire. KBL, on sait qu'on fait des je sais que je bouge les jambes. C'est pas des trucs qu'on peut corriger aussi facilement que ça. Ça demanderait un entraînement professionnel. On n'est pas des professionnels de l'info. Essaye de faire un live chez toi, tu verras les c'est extrêmement difficile. Les sont une pause quand on fait une réflexion, quand on est en train de réfléchir. Et surtout, ça vous vous en apercevrez quand vous ferez un live Twitch vous-même. Les viennent beaucoup quand je lis le chat aussi, parce qu'il me faut un temps où je lis avant de vous lire. Pourquoi ? Parce que je fais attention à pas lire certains. J'essaye de prélire en fait ce que vous écrivez pour pas dire des choses qu'il ne faudrait pas dire pendant un live. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça génère pas mal de on en est conscient. On a fait des progrès, mais on n'est pas des professionnels non plus. Voilà. Tu vois là, c'est parce que je suis en train de me tourner vers le chat et que je suis en train... Le c'est un peu une pré-censure, effectivement, pour faire attention à qui je vais lire. Voilà. Je suis obligé de lire dans ma tête avant de vous lire un commentaire. Sinon, je prends beaucoup de risques. Faites-le chez vous, vous verrez pourquoi on fait des heures. Vous verrez pourquoi on fait des... Allez, on continue. Article suivant. On va parler de TikTok qui va tester une fonctionnalité pour réinitialiser l'algorithme de suggestion des vidéos. Repartir de zéro sur TikTok et repasser par le filtre des algorithmes comme au premier jour. C'est ce que va proposer le réseau social. Il planche sur une nouvelle fonctionnalité baptisée Refresh, rafraîchir, d'après un porte-parole sollicité par The Verge.
En appuyant sur ce bouton, l'usage que l'on fait du réseau social sera effacé. Désolé, l'iPad saute, j'en ai marre, putain de ça. Les algorithmes vont alors scruter notre parcours comme si c'était la première fois. Cela signifie que les vidéos présentes dans la page pour toi vont être modifiées, précise Numérama. Vous le savez, si vous utilisez TikTok, vous pouvez regarder soit ce que l'algo vous recommande, soit les derniers trucs des TikTok auxquels vous êtes abonné. On ne sait pas si on pourra dégainer ce bouton à tout moment ou s'il y aura une limitation dans le temps, comme une fois par jour, par semaine ou par mois. Difficile également de savoir s'il s'agit vraiment d'un départ à zéro en fait. L'apparition de ce bouton intervient après une polémique selon laquelle la viralité de certaines vidéos n'interviendrait pas forcément à partir des algorithmes. TikTok a confirmé à Forbes le 20 janvier dernier que des employés américains du réseau social avaient la possibilité de rendre certaines vidéos virales. Alors, il faut que je vous donne du contexte. Il y a effectivement un bad buzz en ce moment autour de TikTok qui dit qu'en fait, vous savez que les TikTok génèrent d'énormes nombres, non pas de vues, mais d'impressions. Vous allez souvent voir des gens qui vont dire « j'ai fait 100 000 vues sur un TikTok ». Non, TikTok a pas la même manière de compter que YouTube. Il a fait 100 000 impressions. Ça veut pas dire qu'il a fait 100 000 vues. Fin de cette petite parenthèse technique. Ce qu'on appelle des impressions, c'est le nombre de fois où la vidéo a été affichée. Ça veut pas dire le nombre de fois où la vidéo a été regardée. Voilà. Et comme TikTok, en plus, ça fait des boucles parfois. Bref, c'était la fin de la parenthèse technique. Deuxièmement, certains ont commencé à se dire c'est quand même bizarre que certains TikTok aient autant de succès d'un coup, c'est toujours un peu les mêmes. L'algorithme est quand même vachement bon en agrégation. Et en fait, TikTok a révélé que une partie des TikTok qui étaient poussés vers vous, qui vont vous être recommandés, en fait, c'est une intervention humaine. Et ça déclenche un tollé chez TikTok, un tollé qui me fait tiquer. Parce que d'un côté, on reproche aux algorithmes de ne pas être humains, donc d'avoir des décisions purement mathématiques et froides dans les vidéos qu'ils vont recommander. Et derrière, quand on apprend qu'il y a des humains qui interviennent sur les recommandations, c'est farouche aussi. On veut quoi, en fait, hein, j'ai envie de dire. Donc, il y a un peu un paradoxe dans ce reproche, mais c'est pas le sujet. Du coup, TikTok, qui réagissent rapidement, disent « Ok, alors on va mettre un bouton et vous allez pouvoir remettre à zéro votre algorithme de recommandation, le purger, même des recommandations humaines. » Mais c'est de la triche. En quoi c'est de la triche, Chloé ? En fait, on n'arrête pas de se plaindre que ces plateformes sont trop automatisées et qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans ce qui nous est proposé. Et d'un autre côté, quand ils font de l'agrégation humaine, c'est-à-dire choisir peut-être des TikTok de qualité, après, je suis d'accord avec toi, quels sont les critères de choix ? Et le vrai scandale serait effectivement que certains employés de TikTok en profitent pour pousser leur propre TikTok. Parce qu'il y a du business derrière, il y a de l'argent. Là, on est d'accord, c'est de la triche. Mais à la limite, moi, ça me choquerait pas que TikTok me dise voici les meilleurs TikTok que notre équipe humaine a trouvés et on vous les recommande. Au contraire, ça me rassurerait plutôt qu'il y ait des humains aux commandes, quoi. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de creuser un peu ça. Tout ça pour dire, là, TikTok dit ouais, mais on va vous mettre un bouton, vous pourrez remettre à zéro votre algorithme, un peu comme si c'était votre premier jour sur TikTok. Hein, vous pourrez effacer tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui dansent, que vous dites que vous ne regardez pas, mais qui, comme par hasard, n'arrêtent pas d'arriver sur vos recommandations. Et alors là, justement, je vous prends un parti. J'ai fait l'expérience. J'ai zappé plein de trucs que je voulais pas voir dans TikTok. Et surtout, j'ai utilisé le bouton « Je ne veux plus voir ça ». Ça marche pas trop mal.
J'ai encore de temps en temps des trucs que j'ai pas envie de voir sur TikTok, mais je l'ai un peu dressé, mon algorithme. Donc c'est possible d'apprivoiser, de dresser un algorithme. Oula, Anaïs Cerise qui me parle de déshumidification. Écoute, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils m'ont dit qu'ils allaient gratter toutes les parties qui étaient moisies. Je dis pas mettre des tuyaux, mais ça doit favoriser le séchage. Fin de la parenthèse, travaux inondation. Jérôme, tu fais l'expérience en te sacrifiant pour voir ce genre de vidéo dénudée. Exactement, je me sacrifie pour vous. Non, mais en vrai, ouais, je suis arrivé à me dire... J'ai pas dit, je ne vous ai jamais dit que ce que je voulais pas voir sur TikTok était, par exemple, des jeunes femmes qui faisaient des danses. Peut-être que j'ai envie de voir ça sur TikTok, ça vous regarde pas. J'ai dit que j'ai purgé mon TikTok de ce que je ne voulais pas voir et que ça marche. Mais je vous ai rien précisé. Je vous donne un exemple. Effectivement, au début, quand je suis arrivé sur TikTok, je me chopais plein de vidéos de Dieudonné, là, et j'en veux pas. Plein de vidéos aussi de conspirationnistes, et j'en veux pas. Eh ben, j'ai réussi pas trop mal à les purger, quand même. Perso, sur TikTok, je reste sur suivi. Comme ça, pas de souci. Je vais rarement sur pour toi. Oui, vous pouvez aussi faire ce choix-là d'être que sur vos abonnements, en fait. Mais c'est un choix, alors c'est bien que tu le fasses, mais c'est un choix assez rare dans TikTok. La plupart des gens utilisent le mode pour toi. Sur TikTok, je n'ai fait que des trucs culturels pour la nature et scientifique. Moi, en fait, TikTok, c'est vite aperçu, par exemple, que je restais assez longtemps sur des vidéos de cuisine, donc j'ai énormément de cuisine, sur des trucs drôles, sur des trucs de tech, sur des trucs de politique aussi. Donc, franchement, les recommandations que j'ai de mon TikTok sont pas trop mal maintenant. Pourquoi tu vas sur TikTok? Parce que j'apprends des tonnes de choses sur TikTok. Vous pouvez même pas imaginer le nombre de trucs que j'apprends. Mais je suis tout à fait conscient des dangers de TikTok aussi. Si, alors c'est pas un bouton j'aime pas, tu peux très bien dire ne me recommande plus ce genre de choses. Sur TikTok, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, attendez. Yep. Et je sais plus où on le fait. Ah oui, si, il faut putain, en plus, je le fais tous les jours. Gardez appuyé sur la vidéo qui est en train de passer et vous faites pas intéressé. Vous faites je ne suis pas intéressé en fait. Appui long, puis pas intéressé. Ah, Léo Duff a fait une vidéo sur TikTok. Le problème avec TikTok, laissez-moi deviner. Ouais, mais alors donc manifestement c'est une vidéo sur le côté drogue de TikTok. On le dit tous, hein. C'est du réseau social sous amphétamine avec un algorithme qui est. Mais je vous ai parlé aussi. J'ai pas vu la vidéo de Léo Duff, donc je me permettrai pas de juger. Qui ça arrange d'avoir, vous savez, on avait parlé là de, je sais pas si Léo Duff en parle, de ce fameux truc que la Chine présenterait des contenus plus intelligents TikTok que à l'Occident, et qu'en fait, en creusant un peu, on s'aperçoit que cette théorie-là et ce truc-là, c'est des certains mouvements politiques qui promeuvent beaucoup cette idée. Si, j'aime bien Léo Duff. Je sais pas ce qu'il a fait comme vidéo, je l'ai pas vu.
Je l'ai pas vu. Mais je le dis juste, si par hasard il a fait la démonstration sur l'algorithme chinois qui présenterait des trucs intelligents aux petits Chinois et des trucs débiles aux Européens, c'est une info personnellement que à travers un article on a débunké. L'algo TikTok est diabolique. Ouais, il est bon, il est très très bon, ouais. Non, il parle pas de ce côté-là. Bon, bah tant mieux, parce qu'effectivement, là, c'est un truc. Comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération. Je pense que là, Léo Duff, il a raison. Il surfe aussi sur une tendance. Je pense que TikTok, avec son côté exacerbé d'un algorithme extrêmement performant, a contribué à une fatigue de la jeunesse aussi, d'un trop plein, trop de réseaux, trop de choses, trop de trucs qui viennent remplir des espaces vides dans les vies des adolescents et des mal-être qui sont normales à l'adolescence. Donc il y a euh, TikTok n'était pas. Oui, il faut faire attention. Le côté TikTok, c'est chinois, donc c'est plus dangereux que les autres. Ça se débunk facilement. C'est effectivement de l'antisinoïsme un peu primaire. Euh, L'algo de TikTok est effectivement redoutable. Redoutable parce qu'il arrive à te captiver. Et oui, j'ai vécu ça, hein, de rester 2 heures sur TikTok à pas arriver d'en sortir, quoi. Et après, c'est pas nouveau. Moi, c'est des sensations que j'avais après avoir passé des week-ends de faire du jeu vidéo non-stop. Ce sentiment de oh là là, qu'est-ce que je fais de ma vie, de vacuité, peut te submerger. Là où j'ai pas encore vu la vidéo de Léo Duff, donc vous me demandez de réagir. Là où je pense qu'il faut pas tout occulter, moi, je trouve que TikTok est une source d'information incroyable. Par exemple, en cuisine, j'apprends plus depuis 6 mois que je fais du TikTok à relativement haute dose. J'apprends plus en cuisine que je n'ai appris en 20 ans d'Internet. Vraiment, hein. J'apprends énormément de choses sur le bricolage aussi. J'apprends énormément de choses sur la tech. J'apprends beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle en ce moment. Donc, si vous domestiquez bien votre YouTube, votre TikTok, c'est une source d'information hyper vénère, quoi. Donc, que Léo Duff fasse une vidéo disant les dangers de TikTok, c'est normal quand on est youtubeur de faire des vidéos comme ça. Voilà, TikTok a flingué le cerveau de toute une génération et il a raison de la faire. Et nous, on en a fait des comme ça. On en avait fait sur Instagram. Pourquoi vos amis ne sont plus sur Instagram. On en a fait aussi, donc c'est de bonne guerre. Après, moi, je me méfie toujours des réactions jusqu'au boutiste à l'extrême. Pour moi, il faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des bonnes choses dans toute chose. Faut pas forcément les occulter parce qu'il y a un danger. Mais je suis d'accord, il y a plein de mauvaises choses, hein, sur TikTok. Attention, je suis pas en train de dire le contraire, hein. Mais est-ce que tu as vraiment cherché à apprendre ces choses ou juste TikTok te pousse? Parce que tu sais Internet. Bah, TikTok a ce mode de consultation. Je serais peut-être pas allé chercher ces informations aussi facilement et de manière proactive. TikTok fait remonter sur des formats relativement courts des informations que j'aurais peut-être pas forcément conceptualisées dans ma tête en me disant j'ai besoin de cette information.
Ouais, alors je lis des choses, attention de ne pas tomber dans des trucs réac. N'oubliez pas ne jugez pas les générations entre elles. Moi, je trouve ça un peu nul tout ce côté-là en ce moment entre Boomer, Gen Z, Millennials et Gen X. On va dire schématiquement les 4 générations qui sont sur Terre actuellement. Se faire des petites guéguerres. Je vois la guéguerre entre les Millennials et les Gen Z sur TikTok. C'est un peu nul, quoi. C'est un peu nul. C'est rigolo, mais c'est un peu nul. Et donc de dire la Gen Z elle est débile, nous les millennials on était plus machin, puis t'as les Gen X qui vont dire les millennials vous nous avez pété les couilles, vous savez que pleurer, les boomers qui disent nous on est nés après la guerre, c'était dur cette époque-là. Enfin voilà, tout le monde se tire dessus, quoi. Oui, c'est pas nouveau que les générations se critiquent entre elles, mais c'est un peu stérile. C'est un peu stérile. Honnêtement, je pense qu'aucun réseau social est vraiment un problème. Par contre, la façon de s'en servir, tout à fait. Moi, je suis un peu sorti de ma phase TikTok qui me captivait et m'hypnotisait. Maintenant, TikTok, j'ai vraiment une fonction très utilitaire. Il est très rare que je regarde TikTok plus de 3-4 minutes, en fait. Donc, c'est vraiment des petits downtime que j'ai dans la journée. Où je vais allumer mon TikTok et de temps en temps je tombe sur un truc hyper intéressant, je mets de côté, je m'abonne au TikTok, etc. Putain, il est déjà 9h. Ouais, je traîne trop ce matin. Allez, on continue. On continue. Ouais, je m'autorégule. Bah, c'est l'avantage quand même d'avoir mon âge et d'avoir beaucoup de boulot. C'est que c'est plus facile de s'autoréguler quand t'as beaucoup de boulot et un petit peu d'expérience. Je suis pas en train de balancer mon âge en disant on est mieux à mon âge, mais c'est vrai qu'on a un petit peu plus de facilité à pas tomber dans tous les panneaux. On en tombe dans d'autres, hein, par contre, mais voilà. On va parler de Twitch, les chiffres qui témoignent de l'incroyable succès de la plateforme Twitch, la plateforme où vous êtes. En janvier, Twitch a battu un record remontant au mois d'août 2022, celui du nombre de chaînes actives sur la plateforme de streaming. Ce dernier a atteint 5,07 millions le mois dernier, en hausse de 7%. Ce sont 300 000 chaînes de plus qu'en décembre. Le service n'a jamais été aussi populaire auprès de la communauté des streamers. Le nombre de chaînes actives sur le mois de janvier, le nombre de chaînes actives simultanément a en effet lui aussi bondi de 13% le mois dernier pour se rapprocher de la barre des 100 000, en vrai 97 549 très exactement. Un mot sur les spectateurs, la tendance est encore à la fois à la hausse. Ainsi en janvier, ils étaient en moyenne quelques 2,55 millions à être simultanément connectés sur la plateforme chaque jour. Encore un joli succès pour Twitch qui n'avait plus autant fédéré depuis août 2022. Depuis l'été dernier, le nombre était justement à la baisse quasi constante, de quoi commencer 2023 sur les meilleurs auspices pour le service d'Amazon. Et j'ai envie de dire c'est vrai. Nous, on le voit à notre petite échelle matinale du matin. L'âge d'or, ça a été effectivement les confinements. Les confinements, il nous arrivait même d'être 1500 pendant le mug en simultané, avec voilà des vues qui frôlaient les 10 000 pour la matinale. C'est ce qu'on vivait pendant le confinement. Il y a eu un gros tassement derrière. On retombait plus facilement dans des 600 en simultané, 600, 700 en simultané. Ça dépendait des matins, mais et puis ça dépendait des présentateurs. Moi, étant effectivement celui qui présente le plus de mugs, il semblerait que j'ai une fanbase qui ne vient que quand c'est moi qui présente. Mais après, là où je suis content, c'est qu'il y a des gens qui ne viennent que pour Marion aussi ou qui viennent que pour Guillaume. Mais bon, c'est les faits. Aujourd'hui, là, depuis quelques mois, on arrive plus facilement dans les 900, dans les 1000. Ça dépend des matins.
matin. En tout cas, quand c'est moi qui ai fait le mug. Donc, voilà, sans preuve scientifique à l'appui, il y a effectivement un vrai regain d'intérêt pour Twitch. J'aime bien tout le monde. Bah écoute, c'est parfait. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Twitch. Marion, elle doit streamer pendant mon travail. Non, elle est là le matin, aussi à la même heure que nous, mais c'est le mardi généralement. Donc tu dois pas regarder Flynn. Demain matin, c'est Marion qui présente. Et comment vas-tu faire pour passer la barre des 1000 ? Bah, je compte sur vous pour parler de notre merveilleuse émission autour de vous. Ah, le mardi, t'es au bureau, donc tu peux pas regarder Twitch. Bah voilà, c'est pour ça que tu rates Marion. Tout à fait, tout à fait. Il y a une question d'ASMR avec la voix. Ah, c'est ma voix un petit peu cassée, profonde, qui vous permet de vous rendormir le matin et de vous apaiser, tels les ronronnements d'un chat. Mon Dieu. Je peux avoir une voix désagréable aussi, hein, si je veux, hein. Pour faire baisser l'audience. Le lundi, c'est télétravail, donc c'est Jérôme. Ok, Barry White, bienvenue sur le mug. J'espère que vous allez bien ce matin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous imaginez, je fais mon Barry White tous les matins. Bonjour, bienvenue sur le mug. Aujourd'hui, on va parler de choses extrêmement profondes. Gérard Darmon. Oui, c'est plus Gérard Darmon que Barry White, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça me semble mal parti pour avoir un camp de fac. On va y arriver. Allez, dernier article. Eh ben, les pixels de Google vont être moins chers. Merci pour les... Non, je vous la fais rapidement, effectivement, mais c'est intéressant quand même comme article. Sundar Pichai est très content des ventes du 7 Pro, qui sont très bien vendus. Le 6, le 7 et le 7 Pro sont la génération de smartphones les plus vendus que nous ayons jamais lancés. Et nous avons gagné des parts de marché sur tous les marchés où nous sommes présents cette année. C'est pas des volumes gigantesques, hein. 30 millions de smartphones vendus depuis que Pixel existe. On est très loin des 250 millions d'unités vendues par Samsung par an. Donc, c'est des petites parts de marché, mais Sundar Pichai ne veut pas s'arrêter là, puisqu'il a ajouté: nous nous efforçons d'améliorer l'aspect économique du matériel et en nous concentrant davantage sur la gamme Pixel et sur notre structure globale des coûts. En d'autres termes, Google travaille à optimiser sa production pour réduire les coûts et ainsi proposer des smartphones plus abordables qu'aujourd'hui. En revoyant ses coûts à la baisse, Google pourrait non seulement commercialiser des smartphones moins chers que les Pixels de la série A, mais surtout éviter de trop augmenter les tarifs des appareils haut de gamme. Que ça soit chez Apple avec les iPhone 14, chez Samsung avec les Galaxy S23 et bientôt Xiaomi avec les Xiaomi 13, nous avons vu que les smartphones devenaient de plus en plus chers. On espère donc que les ajustements envisagés par Pichai éviteront aux Pixel de voir leur prix flamber à leur tour. Alors, 2 secondes quand même, parler de stratégie et de part de marché, parce que c'est important que vous compreniez. Ce que dit Sundar Pichai, c'est maintenant qu'on fait un peu plus de volume, on va optimiser nos chaînes de production pour pouvoir produire les pixels moins chers. Une fois que tu as produit tes pixels moins chers, tu as 2 choix. Un, tu augmentes ta marge. C'est ce que Apple fait extrêmement bien en réduisant ses coûts de fabrication. Ils maintiennent leur marge à minimum 30% et dès qu'ils peuvent, ils l'augmentent. Ce qui fait d'Apple la boîte la plus rentable du monde,
enfin plus que rentable, la plus profitable du monde, puisque Apple ne cherche pas le volume, Apple n'est pas du tout obsédé d'être le premier en volume de vente d'iPhone, Apple est obsédé à être l'entreprise la plus profitable dans la tech. C'est leur obsession. On leur reproche beaucoup, ça ne change rien, c'est leur obsession, c'est de gagner un maximum d'argent avec la tech. Quand tu es Google et que tu n'es qu'à 30 millions d'unités vendues et que tu es en face d'un Samsung, par exemple, à 250 millions vendus par an, ben, si tu arrives à réduire le prix de tes pixels, tu vas surtout adopter la stratégie numéro 2, c'est que tu vas baisser tes prix au maximum, non pas pour vous faire plaisir, c'est pas du tout pour vous faire plaisir ou pour faire des iPhones, des smartphones anti-inflation. C'est juste pour augmenter leur volume de vente, toucher un marché de plus en plus grand, prendre des parts de marché. Et après, ils augmenteront leur prix. Quand ils vous tiendront comme ça. C'est là où parfois, je le vois régulièrement dans les commentaires, et je suis désolé de vous le dire, mais les gens sont naïfs. Ouais, mais les marques chinoises, elles sont tellement bien, elles m'ont fait un smartphone à 300 €. Ouais, je te prends le pari que dans 3 ans, leur même smartphone, globalement, il sera plus à 300 €. Il sera à 500, voire 700 €. Parce qu'aucune entreprise peut vivre sans marge et aucune entreprise peut vivre avec des marges faibles sans prendre de très gros risques, en fait. Donc, et ça, c'est une illusion qu'on nous fait croire avec les plus bas prix et la guerre des prix, selon quoi les entreprises ne font pas de marge. Elles sont obligées, au bout d'un moment. Si elles décident de ne pas faire de marge ou des marges extrêmement réduites, c'est qu'elles ont une autre stratégie derrière la tête pour un laps de temps, en fait. Donc, Sundar Pichai, il sait très bien qu'il est le 3e trublion dans la vision technophile des smartphones. Quand on demande à des technophiles, je ne parle pas du grand public, mais quand on parle aux technophiles, les 3 grands constructeurs de smartphones, ils vont dire Apple, Samsung et les Pixels. Parce que les Pixels ont joué les troubles faits. Et ça a excité beaucoup les technophiles. Bah maintenant, Sundar Pichai, il dit une chose, attention Apple, attention Samsung, parce que je vais arriver avec des pixels qui sont aussi bien que vos smartphones, mais moi, je vais pratiquer des prix plus bas. Donc, je vous attaque direct sur les prix pour augmenter mes parts de marché. Donc là, l'objectif de Google n'est pas de vous faire plaisir en faisant des smartphones bas, c'est de gagner des parts de marché, en fait. C'est ça le principe. Donc, tombez dans le panneau si vous le voulez. Le plus important, c'est d'être conscient qu'on tombe dans le panneau. C'est de prendre le panneau dans la gueule tout en le regardant droit dans les yeux. Je t'ai vu, panneau, et je décide de te prendre dans la gueule. C'est comme ça qu'il faut vivre. Samsung, regardez Samsung ce qu'ils font. Parlons 2 secondes de Samsung. Samsung, ils mettent les mêmes prix qu'Apple quand ils sortent leur smartphone. C'est une manière de dire, attendez, mes Galaxy, ils sont aussi bons que les iPhones. Regardez, j'ai le même prix et pas de problème, je suis même meilleur que les iPhones. Donc finalement, tu fais une économie en m'achetant. Oui, mais ce qui se passe chez Samsung, c'est que 3-4 mois après, leur prix ils dégringolent. Parce qu'ils n'arrivent pas à vendre des Android au même prix que des iPhones. C'est un fait, l'acheteur lambda Android n'a pas envie de payer un smartphone aussi cher qu'un produit Apple. Sinon, il irait peut-être chez Apple. C'est ce que beaucoup vont dire. Si je dois payer le prix Apple, autant que j'ai un Apple. Beaucoup disent ça. Donc, la stratégie Samsung, elle est un peu biaisée. Elle est un petit peu biaisée. Alors que Apple, ils pratiquent des prix très très hauts, mais ils touchent pas à leur prix. Ça baisse quasiment jamais les prix d'Apple. Un petit peu de temps en temps, mais quasiment jamais. Bref, voilà en tout cas pour les articles du jour. Et vous savez quoi ?
j'ai un moment très très spécial à vous présenter aujourd'hui. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, les plus observateurs, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce logo qu'il y a là-haut? Eh bien, c'est notre nouveau sponsor. C'est notre nouveau sponsor pour ce mois-ci. Notre nouveau sponsor, c'est Eau de Switch. Et non, Eau de Switch n'est pas un parfum pour les gens infidèles. Ils vont apprécier le marketing d'Eau de Switch, cette analogie. Mais au moins, comme ça, le jeu de mots est fait. Ça va vous éviter de le faire. Eau de Switch, c'est juste l'un des meilleurs hébergements. Je devrais peut-être ouvrir la page d'Eau de Switch. Je suis pas très bien préparé, puisque, hop, je vais ouvrir la page d'Eau de Switch pour vous l'afficher. Vous voyez de quoi on parle. Voilà. Ça arrive. Merde, je me suis planté. Hop. Voilà, je vais vous afficher Eau de Switch. Non, il faut que je ferme ça. C'est tout bon. Eau de Switch, l'hébergeur web par excellence. C'est juste une des meilleures offres d'hébergement sur le marché, avec une sécurité et une fiabilité remarquables. Cerise sur le gâteau, Eau de Switch, c'est français et les data centers sont en France. C'est important. Eau de Switch offre un service de qualité pour ceux d'entre vous qui sont en train de créer ou qui créent des sites internet et qui veulent les héberger. Eau de Switch propose un support client exceptionnel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers prêts à répondre aux questions et problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous aurez le total contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique, performante et intuitive. Eau de Switch, c'est une offre unique. C'est tout compris, c'est illimité. Vous savez, souvent quand on prend ces offres d'hébergement, il y a plein de petites mentions, on ne sait pas bien ce qu'on est en train de choisir, on ne sait pas combien on va payer à la fin. Et bien chez Eau de Switch, c'est une offre unique. Plus besoin de choisir entre les coûts, la puissance CPU, la mémoire et le nombre de sites. Tout est clair et simple. Allez voir, vous allez voir, c'est vraiment super simple chez Eau de Switch, vous n'allez pas vous prendre la tête. Eau de Switch vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces qui sont 100% isolés. Alors n'attendez plus, Eau de Switch est fait pour vous. Utilisez notre code promotion N15 et bénéficiez d'une réduction de moins 15% pour la première année. Cette offre est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Et en plus, il faut savoir que Eau de Switch, c'est satisfait ou remboursé. Donc ça, c'est cool. Et je sais que pas mal d'entre vous utilisent déjà Eau de Switch. L'offre unique. Non, l'offre unique. Donc pas cryptique, justement. Eau de Switch, c'est français, mangez-en. Et le tigre est en toi, tout à fait. Voilà, en tout cas, on remercie notre sponsor qui nous permet de vous proposer cette émission gratuitement. On les remercie de nous aider à faire le mug. Et on va passer au cornfac. Et oui, on a un petit peu de temps. Première question intéressante, t'es curieux? On voit que tu es curieux. Vous allez recréer le site web Nowtech du coup. Pour l'instant, on n'en voit pas... Enfin, qu'est-ce qu'on va faire d'un site Nowtech? En vrai. Jusqu'ici, le site Nowtech, c'était recopier la page YouTube. On fera peut-être un site un jour un peu minimaliste ou qui recense tous les endroits où on peut retrouver Nowtech. Peut-être avec tous des boutons de liens d'affiliation, ce genre de trucs, on pourrait faire ça. Mais je vois pas trop l'intérêt d'un site web, honnêtement. Est-ce que vous avez testé le S23 Ultra? On sait pas encore. Un conseil pour une barre son.
Pas un grand spécialiste, on avait testé les Yamaha que j'avais bien aimé, on a testé aussi récemment les Sonos qui étaient pas mal, mais j'aurais pas l'outrecuidance de dire que je suis un spécialiste des Barçons. S'il vous plaît, je cherche un cloud sécurisé et top pour les sauvegardes photos, films familiaux, etc. Sécurisé, top pour les sauvegardes. Évite Google si tu veux. Alors, en vrai, non. Google est très sécurisé. Par contre, il n'est pas très confidentiel. Pensez-vous ajouter de quoi dépenser vos... Ouais, les points, il faut qu'on y pense un jour. Proton Drive, on nous dit. Il y a aussi Shadow qui a sorti un nouveau truc de Drive aussi, souverain, donc qui sont en France. Donc ça peut être pas mal. Vous aviez fait une vidéo sur l'Osmo Mobile 3, allez-vous le faire sur la dernière version? Non. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont intéressés par des stabilisateurs de smartphone? J'en suis pas persuadé. Il y a Infomaniac aussi pour l'hébergement, ouais. Infomaniac, ouais. Avec mon Lumix S5 II, je dois acheter un flash. J'ai des conseils Godox, Panasonic. Je suis pas très bon en flash parce que je fais pas du tout Pierriche de photos au flash. Hésite pas à demander des conseils à IPLN. Hein. Ils sont bons conseils hein, aussi. Hein. Si t'as acheté chez IPLN, ou même si t'as pas acheté chez IPLN, demande-leur des conseils. Et viens de notre part, utilise notre code créateur. Oui, on a vu The Last of Us. Alors, pas l'épisode du jour, donc pas de spoil, merci, sinon vous êtes directement ban. Mais oui, j'ai vu l'épisode 3 qui est incroyable. Doit-on dire Gamam ou non plus Gafam? Le truc, c'est même Amam. Nous, on disait Amam à une époque. Pour l'instant, les journalistes utilisent encore beaucoup Gafam parce que je crois que les gens n'ont pas fait la transition. Bah, Pierriche, n'hésite pas à leur demander des conseils sur le flash. Alors, des questions sur O2 Switch, n'hésitez pas à aller leur poser des questions directement, parce que moi, je travaille pas chez O2 Switch. Nous ne sommes là que pour relayer leur publicité. Donc, si vous avez des questions précises à O2 Switch, eh ben, il y a tout un chat avec lequel vous pouvez parler. Vous pouvez leur poser des questions directement. Salut Jérôme, quand Apple a sorti ses iPhone Pro 6.1 avec les mêmes specs que les Max, beaucoup de youtubeurs étaient contents, mais au final, pas mal d'entre eux sont revenus au max. Est-ce donc... Moi, je déteste les max parce qu'ils sont beaucoup trop grands pour ma poche. Non, moi je suis pas revenu au max. Je déteste les planches à saucisson dans ma poche. J'ai beaucoup souffert effectivement quand Apple, et c'est pour ça qu'ils me font peur là avec leur Ultra, je n'ai pas envie que Apple m'impose la plus grande taille de smartphone. Je n'aime, moi personnellement, ça me va pas. Je sais que certains sont fans des grands écrans de smartphone. Moi, cette taille-là, elle est parfaite. Et donc, je ne veux pas que cette taille-là ait des performances moindres par rapport au Max. O2 Switch, c'est une opération de partenariat pendant 1 mois. Ils sont aussi dans notre vidéo YouTube. Franchement, attends, tu recommandes un Fujifilm X-T1 ou X-T2 pour uniquement de la photo encore aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé les Fuji pour la photo, un peu moins en vidéo quand même. Je les ai beaucoup aimés pour la photo. C'était le XT3 que j'avais le plus testé. J'avoue que j'ai pas trop suivi Fuji depuis, parce que moi j'ai vraiment besoin d'appareils vraiment excellents en vidéo. Alors je sais que les nouveaux Fuji sont bons en vidéo pour certains trucs. J'avoue que j'ai pas suivi. Là encore, j'aurais pas l'outrecuidance de te dire que je connais bien le marché des appareils photo dédiés aujourd'hui parce que je l'ai un peu perdu de vue. On est en train d'y revenir tout doucement parce que c'est quand même intéressant et on s'aperçoit que finalement vous êtes un peu plus à vous intéresser à l'appareil photo dédié par rapport à autrefois.
Tu vois, la vidéo sur le Lumix S5 II, moi je pensais qu'elle dépasserait pas les 15 000 vues. On est aujourd'hui, je crois, à 35 000 vues. Donc ça a intéressé quand même un certain nombre d'entre vous. Donc on est en train de voir. Alors ça intéresse beaucoup moins que la tech, mais on est en train de voir. Tu penses quoi de la hype autour du X100? J'aime, c'est les petits Sony, c'est ça? X100V, c'est le petit Sony? Salut, selon toi, pourquoi Microsoft ne fait pas des puces comme Apple? C'est compliqué de faire des puces, de les designer et tout ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher, ça coûte cher. Et n'oublions pas que Microsoft a quand même beaucoup d'autres chats à battre que Apple n'a pas à faire aussi. J'ai commandé un R10 pour la Saint-Valentin, premier boîtier. Un R10, c'est celui qui me filme ici. C'est bien ça. Ouais, je crois que c'est le R10. Produit déjà beaucoup plus intéressant puisque l'objectif est interchangeable. Avec la puce Snapdragon, y a-t-il un boost d'autonomie sur le nouveau Galaxy? J'ai commencé à lire des tests selon quoi la batterie était excellente sur le S23 Ultra. Maintenant, nous, on l'a pas testé de nous-mêmes. Je l'ai eu en main que quelques instants, en fait. Ah non, le R10, c'est Canon, je confonds, pardon. Le X100V, bah vous voyez, je suis plus du tout les appareils photo dédiés en ce moment. Ah bah les couleurs Fuji, puis l'ergonomie Fuji ils sont beaux les appareils photo Fuji en général. Pour moi Fuji c'est un peu le Leica de celui qui a pas de quoi se payer un Leica. Tu crois une mise à jour de Siri cette année? Je me suis même pas posé la question. Quelle est la dernière vidéo la plus vue sur la chaîne YouTube? Ah ben clairement, comment Apple va vous vendre ce casque à 3000 euros sur le casque VR d'Apple. Là, je crois qu'on est bientôt à 150 000 vues en même pas 2 semaines, 3 semaines, ce qui pour nous est un très très bon score. Sachant qu'on est une chaîne qui arrive à faire quand même des bonnes vues, mais généralement, je le dis et c'est pas du tout méprisant de ma part, mais on vous appelle les diesels. Parce que vous êtes un peu lent à démarrer sur nos vidéos. On a cette particularité, et on est obligé de l'expliquer à nos sponsors, que certaines de nos vidéos mettent beaucoup de temps à arriver à des gros chiffres, mais arrivent à des gros chiffres. Vous ne regardez pas forcément les vidéos quand elles sortent. Contrairement à un public plus jeune, par exemple le public de Léo Duff, qui va faire beaucoup de vues dès que la vidéo sort, un peu moins à long terme, en fait. Bon, après, je suis en train de comparer. Léo Duff, sur une vidéo, va faire beaucoup plus de vues que nous. Hein. Bah écoute, on est take your time même pour les vidéos. Non, mais c'est très bien. Hein. C'est très bien, mais c'est vrai qu'on prévient nos sponsors. On leur dit, bah, peut-être que les gens vont voir votre sponsoring dans 3-4 mois. Donc, il faut y penser dans votre... C'est pour ça qu'on leur dit, ne nous faites pas une offre promotionnelle qui va durer que 15 jours. Parce que les gens vont peut-être découvrir la vidéo et la promo sera passée, tu vois, c'est ce genre de choses. Et allez, après vous faites engueuler parce que vous sebez pas assez vite. Maintenant, vous faites bully parce que vous regardez pas assez tôt. Mais écoute, Oleg, j'ai jamais grondé personne. Je lève un peu la voix, mais c'est un effet théâtral. Now take your time, exactement. On regarde quand on finit de s'occuper des enfants le week-end. Oui, après, vous n'avez pas tous des enfants, on voit vos moyennes d'âge, mais oui, on le sait, on a quand même, beaucoup d'entre vous ont des vies de famille. Vie de famille fait que tu regardes la vidéo YouTube quand tu as le temps, pas quand tu as envie. Oh my god, cet homme est en colère. Vous m'avez jamais vraiment vu en colère. Ah, je sais pas du tout. La voix de Chirac Darmon. Aïe, aïe, aïe.
Contrairement à d'autres chaînes, vous ne précipitez pas pour faire des vidéos à la sortie des produits. Du coup, on peut prendre le temps de regarder. Ouais, mais du coup, on fait beaucoup moins de vues que les chaînes qui se précipitent pour sortir la vidéo à la sortie des produits. On a changé notre dynamique chez Nowtech ces dernières semaines. J'étais un peu lassé l'année dernière. On retrouve un intérêt. On a changé pas mal de choses. Alors, ça plaît pas à tout le monde, hein. On a des titres qui sont quand même beaucoup plus clickbait. J'aime pas dire putaclic parce que d'abord c'est extrêmement vulgaire et pour moi le putaclic c'est une autre définition, mais c'est vrai qu'on a des titres et certains n'aiment pas et on le comprend. On a des vignettes aussi qui sont plus parce que c'est une question de survie pour nous. Nos choix de sujets aussi, on choisit des trucs peut-être plus intéressants pour vous, mais du coup il y a des sujets qu'on fait plus ou qu'on fait moins. Donc on va avoir une vignette critère. J'ai pas compris. Après, on essaye quand même toujours, même si nos titres sont racoleurs, et ça je l'admets tout à fait. Aujourd'hui, c'est même ce qu'on en réunion où on décide des titres, parce que maintenant on a des réunions de performance et d'édito, on cherche le titre racoleur. Je sais que racoleur a un côté péjoratif, mais j'ai envie de vous dire, il faut bien survivre sur YouTube, ma bonne dame, aujourd'hui. Et vu que tout le monde racole, si nous on racole pas, on est mort. Voilà. L'inflation nous a beaucoup impacté, oui. Oui. Financièrement, on souffre. Pourquoi ? Parce que les sponsors ont moins d'argent. Donc les négociations sont plus dures. On est souvent payé moins pour faire un sponsor. Et les salaires, eux, ils diminuent pas. En tout cas, les charges, les salaires, eux, ils diminuent pas. Donc, oui, je vais pas faire ma Cosette. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières parce qu'on n'en est pas là. Je vais pas vous dire qu'on ferme non plus, mais c'est évident qu'on a pris l'inflation dans les dents, comme beaucoup d'entre vous. Vous êtes au stade où vous faites des réunions pour décider de la prochaine réunion. Non, ça va, nous, les réunions, surtout par exemple la réunion édito, brainstorming, elle est extrêmement cadrée. Elle ne doit pas durer plus d'1 heure. Un ordre du jour, maintenant, doit être fixé. Non, on sait très bien le problème des réunionites et on essaye d'éviter ça, ouais. L'augmentation des modos à 10K l'heure de modération est abandonnée. Oui, voilà. Non, pas cette année. Oui, c'est clickbait. Les Québécois disent quoi pour clickbait ? Ah, ça, je sais pas. Je crois qu'ils disent clickbait aussi. Je regardais hier sur TikTok, il y avait justement, je voyais Antoine Daniel à qui on a posé la même question et qui disait, et c'est vrai que la question est intéressante. Il dit, bon, les gars, vous me dites, il faut que je paye les modérateurs. Donc, j'engage un modérateur en CDI. Donc, un seul. Déjà, je peux pas avoir une équipe de modérateurs. J'ai un modérateur en CDI. Ok, très bien. 2 problèmes. Je le fais bosser même quand je fais un live à 4h du matin parce que j'ai envie de faire un live à 4h du matin. J'appelle mon modo CDI en lui disant hey, debout là-dedans, je te paye, tu viens faire le modo, j'ai envie de faire un live là maintenant. Premier point. Et deuxième point, si je suis pas content, par exemple, il a ban quelqu'un et je trouve que le ban était injustifié. Je fais quoi ? Je le vire, le modérateur ? Et je trouve que c'est des questions intéressantes. C'est pour ça, moi, et je terminerai sur la paye des modos, je pense que c'est pas... Moi, mon opinion sur ce débat qui a l'air de vous enthousiasmer, parce qu'on revient tout le temps à la paye des modos, pour moi, c'est les plateformes qui devraient payer les modérateurs. C'est pas les créateurs de contenu. Ne serait-ce que parce que le boulot est presque plus important pour la plateforme que pour le créateur de contenu. Et il y a une ingérence du créateur de contenu dans l'excellence de sa modération.
et qu'il devrait y avoir une distanciation entre la modération et le créateur. Parce que sinon, il peut y avoir une espèce de complicité. Non, mais c'est des questions hyper intéressantes. Hein. Le modo est d'astreinte, exactement. Bah, je vous l'avais déjà expliqué. Si l'État français nous trouve un moyen simple de payer des boulots comme le boulot des modérateurs, je suis entièrement partant. Mais aujourd'hui, ça serait une cata à gérer. Et on n'est pas une chaîne assez grosse pour pouvoir investir de l'argent dans quelqu'un qui s'occuperait, ne serait-ce que de comptabiliser les heures de travail des modérateurs pour pouvoir les payer, quoi. Non, mais au-delà de l'auto, oui, ça voudrait dire que pour être modérateur, il faudrait que tu sois une entité facturante. Donc, forcément, tous les modérateurs ne seraient que des auto-entrepreneurs. Or, vous savez, tout le monde ne peut pas ou ne veut pas devenir auto-entrepreneur. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, on fait comment pour calculer le travail des modérateurs? Et du coup, il faudrait un système automatique pour compter le nombre d'heures de travail. Et dans quelle mesure, justement, des auto-entrepreneurs qu'on fait travailler régulièrement, moi, au bout d'un moment, l'URSSAF, elle va venir, elle va dire « Mais c'est du salariat déguisé, monsieur. C'est du salariat déguisé, là, ce que vous êtes en train de faire. » Boum, problème. Non, en fait, vous ne soupçonnez pas parce que vous n'avez pas des entreprises, mais c'est très compliqué le statut des modos si on voulait les rémunérer tout en restant dans la légalité, la fiscalité et le droit du travail. Donc peut-être que l'un d'entre vous a une idée de génie qui me l'envoie, mais je veux qu'il ait tout blindé avec des experts comptables et tout ça. Parce que vous me donnez des bribes d'idées et après vous vous en foutez. Machin. Donc, que quelqu'un qui a des vraies connaissances en comptabilité, en fiscalité, en droit du travail français, nous propose une solution clé en main sur comment on fait pour payer des modérateurs. Voilà. Donc, vous nous le faites. Et je veux bien. Moi, je pense, et je terminerai là-dessus parce qu'effectivement, il est tard, je pense que la vraie solution, ça serait que les plateformes elles-mêmes payent les modérateurs. Quitte à nous prendre un petit peu plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je serais ravi que Twitch gère, on va dire, la paye ou la rémunération de mes modérateurs, quitte à ce que je lui laisse encore plus de pourcentage. Ça ne me poserait pas de problème personnellement. Ouais, mais c'est fascinant comme vous avez tous des solutions. Les chèques emploi-service. Vous avez tous des solutions. J'attends une vraie solution. Allez, sur ce, il faut que je vous quitte. On remercie encore O2 Switch d'avoir été sponsor de l'émission. Demain, vous retrouverez Marion. Demain, alors normalement, parce que comme demain, c'est les grèves, putain, le casse-tête. Normalement, après le live de Marion, on a un live spécial, une suite de live. Donc prévoyez votre matinée demain matin. Il y aura même des trucs à gagner a priori. Ça risque d'être décalé pour raison de grève. On va voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous annoncer? Je serai de retour mercredi, Guillaume sera là jeudi. Alors, comme je vous l'ai dit, il est possible que le décor change parce qu'on est en plein travaux ici. Il va peut-être falloir fermer cette pièce pour faire des travaux. De toute façon, à un moment, il va falloir la fermer. Mais je pensais pouvoir la garder ouverte, mais vu qu'il va y avoir le séchage des murs, je suis pas certain que je puisse garder cette pièce active avec le séchage des murs pendant un mois. Donc il est possible qu'on change. Oui, le code pour O2 Switch, tape point d'exclamation O2. Là, tout de suite, Pixel Gourmand, point d'exclamation O2. Et tu auras notre code qui est N15. Et le lien. Voilà. On va faire un petit raid.
Oui, mais nous, le problème, tu vois, décalé pour une grève, Pires, c'est qu'on n'habite pas à côté du studio. Tu vois le problème ? Donc, si je fais ce truc-là avec Guillaume, lui, il faut qu'il traverse tout Paris à pied. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Et un truc où on doit vous présenter des choses physiquement, c'est difficile en télétravail. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais tout spoiler. On verra demain ce qui nous sera possible de faire. On va faire un petit raid on va faire un petit raid chez Rivenzi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit raid chez Rivenzi. Il y a déjà du monde chez lui, il n'a pas forcément besoin de nous. Mais vous lui ferez des bisous de notre part. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et rendez-vous demain avec Marion. Ciao, ciao.